Bonjour et bienvenue à tous. On est avec Henri Verdier, qui est l'ambassadeur pour le numérique du gouvernement français. Et on est à la veille du sommet de Paris sur l'intelligence artificielle. Et donc, on voudrait parler avec vous des sujets qui concernent l'IA et la position de la France dans ces domaines, mais aussi la position de l'Europe par rapport à ce qui arrive dans le monde maintenant avec les États-Unis, avec le projet Stargate, avec ce qui est arrivé avec DeepSeek et donc des modèles qui sont en fait qui ont montré de pouvoir arriver à des résultats assez euh, notables, même avec des investissements qui sont pas trop grand par rapport à ce qui ont fait les Américains jusqu'à maintenant. Et donc, je voudrais vous demander tout de suite quelle est votre idée du sommet, qu'est-ce qu'on va avoir à Paris les 10 et 11 février et quelles sont les initiatives que vous croyez sont les plus importantes qui vont être discutées pendant le sommet. Buongiorno, buonasera. Je ne peux pas aller plus loin en italien. Merci beaucoup de l'invitation. Ce sommet, c'est très important. C'est très important, je n'insiste pas, de réaliser à quel point l'intelligence artificielle a commencé à changer nos vies, mais aussi à quel point ça va bouleverser le travail, l'économie, la culture, la géopolitique, etc. Et à quel point, pour l'instant, c'est seulement une bataille d'innovation et de pouvoir, et à quel point il est important que la communauté internationale s'entende déjà sur un cadre de lecture de la révolution que nous vivons et peut-être sur des principes de régulation, mais pas seulement de régulation, d'organisation en fait, de la manière dont est-ce qu'on aura de la recherche publique, est-ce qu'on aura des compétences dans les économies émergentes, est-ce qu'on aura su protéger la création, etc. Donc le sommet de Paris, qui prend la suite du sommet qui s'est tenu à Bletchley Park il y a un an, mais Bletchley Park, c'était un premier sommet, mais qui était quand même principalement consacré à la question du risque et notamment de ce qui était appelé à l'époque le risque existentiel, c'est-à-dire le risque que les IA dérapent et menacent l'humanité. Question qui sera traitée à Paris, mais qui nous a semblé devoir être insérée dans une plus grande problématique. Donc le sommet à Paris, d'abord, je crois que c'est le sommet le plus inclusif qui se soit jamais tenu sur l'IA, et c'est très important. Donc on espère une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement. On en a invité 120, mais tout le monde ne peut pas venir. Mais par exemple, pour les mentionner, la Chine, les États-Unis, l'Inde et l'Union européenne seront représentés à très haut niveau, et de très nombreux pays, y compris du Sud. Mais ce n'est pas seulement inclusif en termes de diversité d'États, c'est inclusif en termes de représentants de la recherche, de la société civile et des entreprises. Il y aura 300 entreprises au sommet, et donc pas seulement des géants big tech, mais aussi des gens qui consomment la technologie ou des gens qui pensent que leur métier est menacé par la technologie. Il y aura 800 représentants de la société civile, des ONG, des activistes. Et là, nous enregistrons jeudi 6 février. Il vient de commencer 2 jours de colloques scientifiques de très haut niveau avec 4 médailles Fields, 4 prix Nobel, des médailles Fields, des lauréats du prix Turing, pour qu'on commence le sommet lundi avec un état de l'art scientifique et une vision de ce que pensent les scientifiques de ces questions. Il sera aussi très vaste en termes de questions. Nous avons souhaité n'exclure aucune des dimensions de gouvernance de l'IA. C'est-à-dire qu'on va parler de sécurité, mais on va aussi parler de comment garantir la diversité linguistique et culturelle. Voilà. Nous voulons des IA qui parlent italien, qui sont éduquées avec des données italiennes, et françaises bien sûr, et allemandes, et en Inde et au Brésil. C'est très très important pour l'avenir de l'humanité. Et je dis bien, il ne suffit pas qu'elles comprennent votre langue, il faut qu'elles connaissent vos données.
c'est une plaisanterie que j'aime beaucoup faire, mais il faut qu'elle sache que c'est l'ingénieur français Clément Ader qui a inventé l'aviation, et pas les frères Wright, qui eux ont fait seulement le premier vol. Nous voulons parler du coût énergétique de cette révolution de l'IA, nous voulons parler de concentration de marché, car je crois que personne en fait n'a vraiment envie d'un monde où il y aurait 3 superpuissances de l'IA qui contrôleraient les chaînes de valeur. Nous voulons parler des pays du Sud qui veulent être certains qu'il y aura vraiment des applications de l'IA pour leur agriculture, leur système éducatif, leur système de santé, et qu'on ne va pas seulement faire des recherches pour régler des problèmes de riches. Et troisièmement, nous avons tenté de designer un sommet extrêmement orienté vers l'action. Et donc, finalement, le sommet de Paris, il va se conclure par une rencontre de chefs d'État et une déclaration politique, où j'espère qu'on va noter des progrès dans le consensus international sur la gouvernance de l'IA. Mais il a aussi invité plus de 100 side events, dont certains de très haut niveau, et on va inaugurer des nouvelles coalitions, mettre en ligne de nouveaux codes sources en open source, ouvrir de nouvelles infrastructures. Il y a des dizaines et des dizaines, en fait, il y aura 20 pages de résultats concrets aussi du sommet de Paris, parce qu'il est temps d'aller au-delà, de réfléchir sur les grands principes et de commencer à s'emparer de cette révolution. Et donc, vous croyez que ce sommet est une réponse à la poussée américaine des dernières semaines qui, en fait, montre une approche qui semble avoir un peu militarisé le concept de l'intelligence artificielle comme une technologie qui doit être conquise, en fait, doit être maîtrisée par des puissances globales pour en fait, pour des buts qui sont stratégiques, mais qui ne doivent pas penser trop à la sécurité, au droit, à la privacy, ou à des choses qui, en Europe, on pense beaucoup à cette réglementation, à ce côté-là, mais en fait, il y a eu dans les dernières semaines une montre de pouvoir et de puissance qui nous fait penser que Chine et États-Unis ne vont pas être tellement concernés par les droits ou par la question de la culture ou du travail ou des questions qui sont en fait sur la table dans les sommets de l'AI. Bon, d'abord, je ne dirais pas, je vous laisse le soin de votre interprétation. Et évidemment, le sommet n'est pas une réponse à une administration qui a pris ses fonctions il y a 2 semaines, puisqu'il est préparé depuis 8 mois dans des groupes de travail très ouverts. En fait, il y a plus de 1000 personnes qui sont venues travailler dans les 5 groupes de travail et qui se sont réunis chacun plus de 10 fois. Donc, il n'a pas été construit en réponse. Première observation. Deuxième observation, entendons-nous aussi les consensus internationaux sur un cadre de régulation, c'est un travail de longue haleine et il faut d'abord s'entendre sur le problème et puis s'entendre sur le cadre d'analyse du problème et puis s'entendre sur les grands principes de solution. Est-ce qu'on veut un traité? Est-ce qu'on veut des normes? Est-ce qu'on veut des standards ouverts? Est-ce qu'on veut une agence? Donc, on ne va pas tout régler du tout à Paris. Je crois en revanche que ça va placer le débat là où il doit se placer. C'est-à-dire il y a les bons acteurs dans leur diversité, les bons problèmes dans leur diversité et l'engagement à commencer à trouver des solutions. Et ça, j'espère que ça va placer la communauté internationale à un endroit et qu'elle va y rester. Donc la conversation ne pourra plus éviter, par exemple, un des 5 axes dont je viens de vous parler, c'est le futur du travail. On a ouvert le débat sur le futur du travail, on a travaillé avec le Bureau international du travail, on a associé des syndicats et pas que du Nord, et on a des premières choses à dire
C'est peut-être pas les solutions finales, mais ça y est, ce sujet est placé dans les questions de gouvernance de l'IA et j'espère qu'il va y rester. Par rapport à la nouvelle administration américaine, je vais dire à nos collègues européens que, vu d'Europe, en fait, c'est pas non plus si différent. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a moins de précautions. Bien sûr, c'est plus rude, mais en tout cas, vous le savez, dans la parole française, le besoin d'avoir une souveraineté numérique européenne était promu depuis longtemps. Oui, il y a une culture dans la Silicon Valley qui est une culture d'abord d'innovation radicale, un peu dans le. Vous savez qu'ils aiment beaucoup le slogan Move fast and break things, par exemple. Une culture aussi qui valorise un peu l'hyperpuissance, quoi. Peter Thiel, qui est très proche de la nouvelle administration, il a écrit un livre intéressant d'ailleurs, qui s'appelle Zero to One, et où il dit que les lois qui tendent à équilibrer le level playing field et un libre marché bien régulé empêchent l'émergence de super champions qui sont pourtant indispensables au progrès. Donc, c'est des idées qu'on connaît, on avait déjà repérées, quoi. On savait qu'elles existaient et qu'elles existaient dans la Silicon Valley. Donc, ça, en fait, la situation est la même qu'il y a un mois. Ça n'a pas changé la semaine dernière. Il y a deux géants qui considèrent que l'IA, qui sont forts, qui ont de la capacité, qui considèrent que maîtriser l'intelligence artificielle, c'est existentiel, que leur avenir en dépend. Et il y a l'Europe qui a infiniment de ressources, infiniment de talents, qui d'ailleurs, si vous regardez bien dans la Silicon Valley, les directeurs de recherche sur l'IA de la plupart des grandes boîtes sont français, et qui doit probablement convertir tout ça dans une ambition de puissance. Alors, à l'européenne, je crois que de manière générale, l'Europe ne cherche pas à dominer le monde, mais elle n'a pas envie d'être dominée non plus. Elle veut de l'autonomie stratégique, elle ne veut pas forcément une hégémonie stratégique. Et peut-être que c'est le fait que ce soit maintenant une expression plus claire est une opportunité pour nous de relever le défi. Enfin, moi, je ne suis pas terrifié pour l'instant par l'avenir de l'Europe. Parlons de la France un petit peu, parce qu'en fait, la France, dans les domaines de l'IA, est sûrement le pays qui a fait des avances plus grandes dans les dernières années. Et en fait, il y a des boîtes françaises qui sont assez avancées et il y a des investissements, il y a une approche du gouvernement qui est en fait très stratégique sur le domaine de l'IA. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Quel est votre plan pour le futur et quels sont les investissements et les réseaux que vous êtes en train de créer pour faciliter l'adoption et le développement de l'IA en France et évidemment aussi en Europe, mais à partir de votre initiative? Oui, je vais vous répondre, mais moi, je suis diplomate et je m'occupe surtout de relations internationales et de négociations internationales. Donc voilà, le ministère de l'économie et des finances vous en dirait plus. Mais d'abord, en fait, oui, c'est une histoire de long terme. Il ne faut pas oublier ces choses-là. On pourrait dire que la France, dans les années 90, c'est un grand pays de l'informatique et des télécoms et qu'on a raté la première révolution Internet et qu'on a perdu des entreprises magnifiques comme Bull et qu'après, on s'est demandé ce qui s'est passé et que je pense qu'on a compris très vite que c'était des histoires d'écosystèmes et qu'il fallait des politiques qui à la fois encouragent la recherche, l'investissement, l'entrepreneuriat. Et la recherche n'amène pas fatalement à l'entrepreneuriat. Il faut travailler les deux. Notre structure financière, moi, quand j'ai créé ma première entreprise en 1995, il y avait 0 capital risque en France, ça n'existait pas. Maintenant, on en a plein et on a la BPI qui peut financer des fonds. Et donc, à l'intérieur de cette histoire de reconquête d'une place dans un écosystème d'innovation, et on n'est pas naïf, on n'est pas la Silicon Valley, mais on sait qu'on est dans le Gruppetto, c'est une étape de montagne là, du Giro, et
On n'est pas l'échappée, mais on est dans le gruppetto, ce n'est pas le peloton non plus. Et on verra si la distance se comble ou si elle s'accroît, je ne sais pas encore. Et c'est vrai qu'ensuite, il y a une ambition déterminée sur l'intelligence artificielle elle-même. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait demandé un plan à Cédric Villani dès sa première année de mandat. Il y a eu une stratégie, il y a eu des investissements publics, il y a eu une libération d'investissements privés. Et maintenant, c'est vrai qu'on a 16 licornes, 1000 startups. Mais on espère d'abord que, enfin, d'abord, on espère que ça sera une histoire européenne. Et je le dis très sérieusement. Évidemment, tout ce qui est régulation, l'unité critique, c'est l'Europe. Il n'y aura pas de régulation nationale du numérique. Parce que tout simplement, les pays peuvent, si vous êtes un seul pays, même la France, ces entreprises peuvent dire bah, je vous boycotte. Mais personne ne boycottera l'Europe. C'est impossible de renoncer à la moitié du marché. Donc personne ne boycottera l'Europe. Mais même pour l'innovation, la création, l'investissement, la taille critique, c'est l'Europe. Donc en fait, on a fait ce qu'on a fait, mais on espère vraiment que nos collègues vont faire pareil. Et qu'il y aura une Europe numérique. Que vous dire de plus? Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Peut-être une quand même, et c'est important. L'ambition d'être une puissance, elle doit être réelle, sincère, profonde et partagée. Moi, ce qui me frappe le plus quand je vais aux États-Unis, c'est que même des gens qui savent à peine allumer un ordinateur, ils veulent que l'Amérique soit une puissance de l'intelligence artificielle. Parce qu'ils veulent être une puissance tout court. Et ça, il faut peut-être qu'on se rappelle qu'on est un continent de solidarité, de qualité de vie, de longue tradition, de culture. Et on aime ça. On n'est pas un continent belliqueux. Mais si on est attaché à notre modèle, il faut le protéger. Il faut être prêt à se battre pour lui, quoi. Et je pense que maintenant, et je ne parle pas spécialement de la nouvelle administration américaine, le monde se durcit, les relations internationales se durcissent, il y a des grands blocs qui émergent. Et si on aime notre Europe et notre qualité de vie en Europe, eh ben, il faut la défendre. Donc, je vais vous demander une dernière partie de cette interview sur le reste du monde. Et donc, on parle de DeepSeek, ces modèles chinois, qui a montré qu'on peut créer un modèle performant avec des ressources financières limitées, même si, en fait, la boîte qui a créé DeepSeek avait investi des centaines de millions sur des puces. Donc, ça, c'est un peu une illusion optique, le fait qu'elle a été coûté seulement 6 millions. Mais en fait, maintenant, ça aussi peut-être une réveil pour l'Europe, pour nous donner l'espoir de créer quelque chose de similaire. Et donc, vous croyez qu'il y a le réseau aussi d'universités, de boîtes, des investisseurs qui a la même capacité, la même possibilité de créer des modèles alternatifs européens? Oui, évidemment, il y a beaucoup de leçons à tirer de DeepSeek. En tout cas, ce mois-ci, moi, je crois qu'on est parti aussi pour un cycle de plusieurs années où on apprendra une percée, un leapfrog, diraient les Américains, tous les trimestres. Donc, peut-être que si vous m'appelez dans 3 mois, il y aura un autre DeepSeek et il ne sera peut-être pas chinois. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant surtout, et la concomitance. L'annonce par le président Trump de Stargate, c'était quand même un peu une annonce qui était un peu destinée à tuer le match. Vous avez noté, hein, c'est un investissement privé. Ce n'est pas le gouvernement américain qui a promis 500 milliards, c'est un consortium avec une banque japonaise. Donc tout ça est très intéressant aussi. Mais à l'heure où on se parle, c'était la plus forte annonce dans une logique de concentration de capital et en disant vous pouvez toujours nous courir après, vous n'y arriverez jamais. Et peut-être que c'est la dernière du coup, puisque justement, 15 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, je ne sais plus. Alors, DeepSeek, on connaissait. Nous, par exemple, on les avait invités au sommet de Paris il y a 4 mois. Mais ils ne seront pas là. Mais on les connaissait. Et oui, vous avez raison, c'est une entreprise qui existe, qui avait fait un premier modèle avant, qui avait des publications, qui a une centaine d'ingénieurs de qualité,
C'est pas deux geeks dans un garage, hein, c'est un vrai projet industriel. Mais là où il y a une très bonne nouvelle, c'est que d'abord, ça confirme notre intuition qu'il y a un chemin avec l'open source et la collaboration, et que ce n'est pas forcément destiné à être une bataille de monopole. Et ça, c'est très important. Et justement, un des livrables que nous attendons le plus du sommet de Paris, vous avez dû en entendre parler, mais ce sera annoncé mardi prochain, c'est que nous souhaitons faire naître une fondation pour l'IA, mais qui finance des projets open source, des datasets pour la recherche, des briques logicielles importantes. Par exemple, on aimerait beaucoup financer des projets pour permettre de faire des recherches en IA pour la santé dans des données personnelles en protégeant la vie privée. En gros, on ne peut pas mettre en open data les archives de la sécurité sociale, mais on peut peut-être éduquer des modèles, trouver des médicaments et ressortir de la base de données en protégeant la vie privée. Donc, Mais ça, c'est une question qui est ouverte. Par exemple, en Italie, je parle avec des chercheurs qui me disent que le problème de la protection des données privées est souvent un obstacle très, très fort pour ceux qui font de la recherche maintenant. Et même la question du bias, c'est une question difficile parce que si on veut éliminer les bias et on veut en fait avoir toutes les identités, toutes les cultures représentées, en fait, en même temps, les données qui nous identifient sont souvent des données sensibles, c'est des données qu'on ne peut pas en fait partager librement et tout ça. Donc, c'est difficile de balancer. Et vous croyez qu'en France ou avec les sommets, on peut faire de marcher en avant sur ces domaines-là? J'y reviens parce que si vous me permettez, vous allez voir pourquoi. Je voulais vous dire qu'il y avait deux leçons de DeepSeek. Donc, l'une, c'était l'open source, quoi. Et donc, ça valorise, ça confirme le raisonnement qui était derrière le projet de fondation pour l'IA open source, dont le vrai nom sera dévoilé mardi. Et l'autre, c'est que finalement, et ça, c'est une énorme leçon aussi, si vous passez 4 ans à faire de la recherche et développement appliquée à la question de la frugalité en énergie, et surtout, soyons pas dupes, comment contourner l'embargo sur les puces NVIDIA, et bien vous finissez par avoir des résultats. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas si vraiment le modèle a coûté 3% du coût d'OpenAI. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il n'a pas été fait avec les dernières puces d'NVIDIA, et je sais qu'il y a beaucoup d'innovation dans le modèle parce qu'on a regardé. Il y a beaucoup d'innovation. C'est vraiment, c'est quelque chose. C'est pas une IA Potemkin pour dissimuler. Il y a vraiment de la substance dans le projet. Et on voit aussi que, nous, en préparant le sommet, on l'avait entendu, la Chine nous disait il faut chercher des IA frugales, il faut chercher des choses moins consommatrices, il faut faire des petits modèles à pertinence locale. On voyait un axe de recherche. Et maintenant, j'en reviens à votre question. Bien sûr qu'on va moins vite si on dit qu'il faut respecter la vie privée, mais les deux principes sont importants. On veut innover, on veut compter, et je pense que vous n'avez pas envie que votre dossier médical soit sur Internet. Et moi non plus. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du fait que la Chine a fait 4 ans de recherche au service de la frugalité. Logiquement et scientifiquement, c'est possible de concevoir des méthodes et des infrastructures pour permettre d'utiliser ces données sans violer la vie privée. C'est un champ de recherche. Il s'appelle le confidential computing, il s'appelle relevons le défi. Fabriquons les infrastructures qui permettent de prendre. Parce que oui, je vous donne un exemple qui nous intéresse beaucoup. Comme vous le savez, en France, on a une grande sécurité sociale. Et donc, depuis 70 ans, il y a une base de données de toutes les ordonnances faites par tous les médecins français. 70 ans. Alors, on n'archive pas sur 70 ans, mais on archive un échantillon statistique. Je pense qu'il y a des milliers de médicaments à trouver dans cette base. Parce qu'on pourrait, on pourrait trouver que les gens qui avaient des migraines à 20 ans, ils ont moins Alzheimer et comprendre que le médicament anti-migraine, il avait une propriété préventive. Mais on ne va pas mettre la base de données des ordonnances médicales en open data. Donc, fabriquons les accès qui permettent d'extraire le savoir sans partager la vie privée. Et il y a d'autres sujets comme ça. Et donc, c'est une des choses qu'on veut financer via la Fondation IA, des moyens pour la recherche médicale
d'accéder à des données de santé, mais sans partager la vie privée. En fait, moi, je pense on l'a dit, on a une grande civilisation, on a une grande maturité politique. On sait que les sociétés ouvertes reposent sur des principes contradictoires et qu'il faut vivre avec des principes contradictoires. Innovation, sécurité, connaissance, vie privée, rapidité, démocratie. Mais faisons de ces systèmes de contraintes des opportunités et en plus, on fera des outils que le monde entier prendra en nous remerciant. Voilà ma position sur ces questions. Une demande finale. Qu'est-ce que vous voudriez avoir dans le communiqué final comme résultat final si vous pensez à target? D'abord, votre question est biaisée parce moi je le connais, le communiqué final, parce qu'il est négocié depuis des semaines. Non, j'espère qu'on va voir d'abord. Vous voyez, le problème de la gouvernance de l'intelligence artificielle, c'est que, je ne suis pas inquiet parce que c'était pareil pour la gouvernance d'Internet il y a 40 ans. Beaucoup d'initiatives ont fleuri, parfois concurrentes entre elles, mais surtout, on avait surdéterminé deux problèmes qui étaient la sécurité et l'éthique, et on avait sous-estimé d'autres problèmes comme l'égalité des chances d'accès, la régulation du marché si nécessaire, l'environnement, la diversité linguistique, le respect des cultures, tout ça. Donc j'espère d'abord que ce sera un communiqué final qui embrassera qui créera un consensus sur la somme des problèmes qu'il faut traiter. Et déjà, on va livrer ça à la communauté internationale pour que les discussions ultérieures restent à ce niveau-là. Très bien. Je vais vous faire une question qui peut-être... Deuxièmement, j'ai une deuxième bout de réponse, pardon, très vite. Oui. Mais deuxièmement, vous avez vu qu'il s'appelle Sommet pour l'action. Et en fait, nous avons encouragé depuis un an tous les porteurs de solutions, de petits sujets, mais par exemple, un consortium incluant l'ISO et le Comité européen de normalisation va proposer une méthodologie pour mesurer l'impact sur l'environnement des modèles d'IA. Par exemple, Viginum, qui est notre agence de lutte contre la désinformation, va partager en open source un outil pour trouver la source première d'un document écrit et voir s'il a été modifié entre-temps. Par exemple, les Safety Institute qui sont nés à Bletchley Park vont se réunir et commencer à travailler sur la compatibilité de leur système d'audit pour pas qu'on ait un monde où il faille un label italien, un label français et un label allemand pour venir vendre une solution en Europe. Donc, il faut faire converger nos labels. Enfin, et ça, je vous dis la vérité, cet entretien a lieu jeudi 6 février. On est en train de faire le compendium de toutes les annonces parce que comme il y a plus de 100 side events qui ne sont pas organisés par la France, on est en train de les appeler en disant qu'est-ce que vous allez mettre sur la table, qu'est-ce que vous allez annoncer, etc. Et donc, ce que j'espère aussi, c'est que ce sommet va donner des ressources techniques, de l'argent, des coalitions à des dizaines de projets qui en ont besoin. Merci bien. Alors, merci à l'ambassadeur Henri Verdier et bonne chance pour le sommet. Merci. À bientôt. Merci. Une question qui va peut-être être coupée. L'année prochaine, en Inde, le sommet? Là, on est toujours enregistré ou... Non, mais je pense... mais en fait, là, il y a je vous dis la vérité diplomatique, ce n'est pas nous qui décidons. Okay. Ce n'est pas parce qu'on organise le sommet qu'on a une autorité sur la communauté internationale. Donc, mais comme je pense que l'Inde est la candidature la plus engagée, la plus mûre, la plus déterminée, je pense que, comme ça se passe souvent, il va se constater un consensus sur le fait que c'est l'Inde. Mais ce n'est pas une décision française. OK. Très bien. Merci aussi pour la question bonus. Grazie. 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 Au revoir.